Bonjour à tous. Bon, merci à tous de vous être connectés pour ce premier webinaire organisé par la structure du Centre régional en antibiothérapie qu'on a fait donc en collaboration avec le Centre de vaccination publique du 37, le CEPIAS, le CHU et l'ARS. Et donc, on a choisi d'aborder la thématique de la coqueluche pour faire un point d'actualité devant la recrudescence que vous connaissez déjà et qui n'est pas terminée. Donc, pour démarrer, je vais passer la main au docteur Cécile Lebrun pour parler d'épidémiologie. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être parmi vous pour vous parler de l'épidémiologie de la coqueluche et de son diagnostic. Donc, le plan que je vais suivre, c'est un petit peu la situation épidémiologique d'abord en Europe et dans le monde, puis en France, et on fera un focus sur la région Centre-Val de Loire. Ensuite, on abordera la partie diagnostic sur comment réaliser un prélèvement, lequel faire, à quel moment le faire. Et puis, je vous finirai par deux, trois diapositives pour vous rappeler l'importance de la mise en culture des bordételles pour étudier la résistance aux macrolides et l'évolution génomique des souches. Donc, la coqueluche, elle a commencé sa recrudescence en Europe déjà depuis plus d'un an, puisque les premiers signaux sont apparus à la mi-2023 dans plusieurs pays, et particulièrement le Danemark, la Croatie, le Royaume-Uni et la République tchèque. En fait, ces épidémies, elles sont suivies par le CDC, l'European Center for Disease Prevention and Control, et donc qui fait des bulletins régulièrement pour voir où on en est de la situation sur plusieurs maladies. Donc en Europe, là vous pouvez voir l'évolution du nombre de cas depuis les années 2011 jusqu'au 31 mars 2024. Et vous savez que la coqueluche, elle évolue par cycle épidémique, un petit peu tous les 3 à 5 ans. On avait eu un pic en 2012 assez marqué, et ensuite sur les années 2017, 2018, 2019, un nouveau petit pic épidémique. Et puis bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé en 2020, 2021, 2022? Vous savez que le Covid a pris un petit peu toute la place. Et il y avait vraiment aucun cas rapporté de coqueluche. Et puis là, vous voyez que depuis le juin 2023, on voit vraiment une explosion des cas, avec vraiment un pic là en début 2024, avec plus de 12 000 cas par mois rapportés en Europe. Et si on regarde un petit peu par tranche d'âge, ce qui se passe, on voit que dans les années 2010, c'était plutôt vraiment les petits-enfants qui avaient moins d'un an qui représentaient le pourcentage le plus important des patients atteints de coqueluche. Puis là, vous voyez, en 2023-2024, ça atteint toutes les classes d'âge, et particulièrement les adolescents de 10-14 ans, 15-19 ans. Alors, j'ai choisi de faire un petit focus sur le Danemark, parce que la situation m'a paru intéressante, puisque leur épidémie a commencé vraiment vers juin 2023. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que au Danemark, on suit l'épidémie depuis 2014, et on voit que le dernier pic, il avait eu lieu en 2019-2020. Après, année Covid, aucun cas de rapporté. Et vous voyez, 2023, explosion des cas, mais vraiment avec un pic deux fois plus important que ce qui avait eu lieu en 2019-2020. Et par contre, ce qui est un petit peu rassurant pour nous, c'est qu'on voit que ce pic a quand même bien diminué dès le début 2024. Vous voyez que déjà en mars 2024, on voit vraiment la décroissance du nombre de cas. Donc, on espère qu'en fait, ça va être transposable chez nous et qu'on s'achemine quand même doucement aussi nous vers une diminution des cas pour le début de l'année 2025. Et le deuxième petit focus intéressant en fait de ce pays, c'est que le Danemark, il a commencé à vacciner les femmes enceintes en fait bien avant nous. Et donc là, vous voyez le report des cas par tranche d'âge sur plusieurs années, donc en violet 2016, en vert 2019 et en rouge 2023. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en 2016 et 2019, c'était vraiment des petits-enfants qui étaient le plus atteints, quoi, les enfants de moins d'un an, les nourrissons. Et là, vous voyez qu'en 2023, du coup, ils représentent un pourcentage beaucoup moins important des cas, en fait, les petits nourrissons. Et par contre, c'est surtout, en fait, les adolescents et les jeunes adultes qui représentent la majorité des cas. Donc, on peut espérer chez nous aussi, en fait, grâce à la protection des anticorps maternels,
arriver à avoir moins de cas chez les nourrissons qui font les formes graves. Donc, en dehors de l'Europe, dans le monde, eh ben, vous voyez qu'aux États-Unis, il y a une énorme explosion en 2024, puisque en 2023, ils rapportaient 3000 cas, et là, au 14 septembre, ils sont déjà à près que 15 000 cas rapportés, ce qui est plus que l'épidémie de 2019, où il y avait environ 10 000 cas par an. En Australie, là aussi, une grosse explosion, plus de 17 000 cas rapportés au 8 août. Donc là-bas, c'est assez exhaustif parce que c'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc là, ce sont des chiffres quand même assez exhaustifs parce que c'est vrai qu'il y a quand même une sous-déclaration et que quand on dit 14 000 cas, il y en a sûrement beaucoup plus, quoi. Et puis en Thaïlande, pareil, alors dans des chiffres quand même moins élevés qu'en Australie ou aux États-Unis, mais ils ont eu 4 décès et en janvier, ils avaient déjà 180 cas, ce qui est, on veut dire qu'à la fin de l'année, ils seront vraiment à beaucoup plus qu'en 2023. Donc en France, je pense que vous êtes tous au courant, puisque c'est un sujet d'actualité dans les médias. Si on reprend juillet 2024, la presse, vous voyez que dans toutes les revues grand public, La Dépêche, l'Express, 20 minutes, Le Monde, Le Parisien, tout le monde faisait des gros titres avec la coqueluche. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce qui se passe en France au niveau en fait sur les données biologiques. Donc là, ce que je vous présente en fait, ce sont les données du réseau 3 labos, ces 3 laboratoires qui représentent vraiment la grosse part du marché en France, enfin Cerba, Eurofins, Bionis. Et donc qui transmettent leurs données, enfin du coup le nombre de PCR qu'ils réalisent. Et donc, vous voyez qu'en 2024, ils ont réalisé presque 10 fois plus de PCR que même au moment des pics les plus importants, 2018-2019. Et on est à 34 777 PCR positives en septembre 2024 pour l'année 2024. Vous voyez déjà, pareil, 10 fois plus que lors des pics épidémiques de 2018-2019, avec un taux de positivité des PCR vraiment important, quoi, puisque du coup, on est à 25% de positivité des tests. Ce qui pour nous en biologie est vraiment énorme, puisque souvent, on est souvent à moins de 10% de positivité des tests qu'on réalise. Et si on s'intéresse un petit peu à la médecine générale et des consultations pour coqueluche en fait en médecine de ville, vous voyez là aussi encore une fois, l'incidence elle a explosé en 2024 vers la semaine 23, c'était début juin. Vous voyez que c'est vraiment sur juin, juillet, août. Du coup, il y a un nombre de consultations vraiment important des médecins généralistes pour cause de coqueluche. Donc, à l'hôpital, donc là, c'est les données du réseau Renacoq qui suit les coqueluches en fait chez les nourrissons de moins de 12 mois. Et donc, vous voyez que pour l'année 2024, là, c'est des données provisoires qui vont jusqu'à juillet. Mais vous voyez que sur les petits enfants de 0 à 5 mois, là, il y a eu déjà plus de 200 cas en fait d'hospitalisation, ce qui va faire plus que dans les années 2012-2013. Là, c'était l'année totale pour lesquelles il y avait eu une épidémie importante. Et si on regarde d'un peu plus près en fait les décès rapportés avec une mention de coqueluche, donc ça c'est les données arrêtées au 12 septembre 2024, et on voit qu'il y a déjà eu 22 décès en 2024. Alors, vous voyez, c'est autant que toutes les années cumulées depuis 2015. Donc en Centre-Val de Loire, donc, du coup, là, ce sont encore les données des PCR réalisées et qui sont positives pour la coqueluche sur les 12 derniers mois. Donc là, vous voyez, en Centre-Val de Loire, l'épidémie, elle a amorcé en mai, puis elle a vraiment commencé en juin. Donc en bleu, ce sont les PCR négatives et puis en rouge, les positives. Et vous voyez que le pourcentage de positivité, il est plus important chez les enfants, surtout la classe d'âge 1-5 ans, et puis après chez les adolescents et les adultes. Et si on s'intéresse un petit peu au passage aux urgences, dans toutes les urgences du centre Val-de-Loire, il y a eu 206 passages aux urgences cumulés sur 2024, dont 53 au mois d'août, contre seulement 9 en 2023. Et en fait, ça a abouti à 45 hospitalisations. Donc, les hospitalisations, bien sûr, ce sont les enfants de moins de 15 ans. Alors que si on regarde un petit peu les actes médicaux à SOS Médecins pour diagnostic de coqueluche, là, vous voyez qu'il n'y en avait aucun en 2022-2023. Vous voyez le pic en juin, juillet, août. Et là, par contre, ce sont surtout des consultations pour les enfants de plus de 15 ans.
Alors, comment est-ce qu'on fait le diagnostic microbiologique d'une coqueluche? Eh bien, ça repose sur la PCR et dans une moindre mesure sur la culture et à partir d'un prélèvement nasopharyngé. Donc, je vous rappelle que les sérologies, elles n'ont pas leur place dans le diagnostic et elles ne sont d'ailleurs pas prises en charge par l'assurance maladie. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de corrélation entre le résultat du taux d'anticorps et le taux de protection. Donc, la Société française de microbiologie a émis des recommandations pour les tests à privilégier pour le diagnostic et il recommande de faire plutôt une PCR spécifique puisque les tests syndromiques n'ont pas été complètement évalués pour le diagnostic. Après, nous, de notre expérience, on sait qu'on diagnostique quand même des coqueluches par PCR syndromique, que ces tests ont quand même une bonne valeur diagnostique. Et les cultures, elles méritent d'être réalisées, mais plus vraiment pour le suivi de l'antibiorésistance et pour le typage des souches par le CNR. C'est vrai que c'est un petit peu, c'est réservé à des labos un petit peu spécialisés, parce que c'est une culture un petit peu complexe. Donc, les indications du diagnostic, elles varient selon l'âge, le statut vaccinal et les symptômes. Donc, du coup, on peut demander une PCR spécifique sur prélèvement nasopharyngé dans les situations suivantes. Donc, du coup, les nouveau-nés et les nourrissons de moins de 6 mois ou de plus de 6 mois non ou incomplètement vaccinés avec une toux quinteuse ou associée à des apnées. Et puis, chez tous les enfants, les adolescents, les adultes vaccinés avec une toux de plus de 7 jours sans cause évidente, y compris s'ils ont eu un rappel vaccinal de moins de 5 ans. Donc, par contre, ils ne sont pas indiqués dans les cas suivants. Donc, si la toux dure depuis plus de 3 semaines, puisque du coup, l'expression de la bactérie, elle est nulle, et il vaut mieux tester un éventuel cas secondaire plus récent, ou alors les sujets contacts qui ne développent pas de symptômes. Et puis, dans le contexte de la flambée épidémique, c'est vrai que les laboratoires se sont retrouvés en tension de réactifs et de personnel, et avec parfois des délais de rendu de résultats très longs. Donc, du coup, la Société de microbiologie et le Haut Conseil de santé publique ont émis des recommandations qui disent qu'il est possible de s'en tenir à une stratégie pragmatique, qui est de ne pas tester un cas cliniquement suspect s'il est contact d'un cas confirmé microbiologiquement, ou quand il y a des cas groupés dans une collectivité, par exemple hôpital, EHPAD, ne tester que les 3 premiers cas et considérer les autres comme des cas et les traiter rapidement pour casser les chaînes de transmission. Donc, les prélèvements à réaliser, bon, je vais passer rapidement parce que je pense que depuis le Covid, maintenant, tout le monde voit bien comment réaliser un écouvillon nasopharyngé. Donc, il faut bien aller dans le nasopharynx et une seule narine, ça suffit. C'est pas la peine d'aller écouvillonner les 2 narines et il faut quand même tourner délicatement l'écouvillon. Donc, quand on fait le prélèvement, évidemment, port de masque et de gants. Et par contre, là, j'insisterai sur le fait que c'est important aussi pour nous, bactériologistes, que vous utilisiez un écouvillon avec un milieu de transport qui permet la culture bactérienne, donc comme par exemple les e-swabs, puisqu'on va le voir après, la culture bactérienne, elle est importante en fait pour avoir des données en fait d'antibiorésistance et d'évolution des souches. Donc, on peut aussi réaliser une aspiration nasopharyngée, donc c'est ce qu'on privilégie souvent chez les petits bébés, avec une sonde d'aspiration qui va au contact de l'oropharynx et sur laquelle on peut instiller un peu d'eau distillée et aspirer à la seringue. Donc, l'importance de la culture, son intérêt, il est avant tout épidémiologique, puisqu'elle va permettre de caractériser les souches circulantes et de suivre l'évolution de la population bactérienne, par exemple la perte d'un antigène vaccinal et la résistance aux macrolides. Donc, elle est très spécifique, mais malheureusement moins sensible que la PCR, et elle dépend du stade de la maladie, de l'âge du patient, de la charge bactérienne. En gros, on a plus de chances d'avoir une culture positive chez un nourrisson si on prélève dans la première semaine de la maladie et s'il n'y a pas eu d'antibiothérapie. Parce que dès qu'il y a eu antibiothérapie, là, ça devient inutile. Donc, ce qui est critique, c'est vraiment d'acheminer les échantillons à température ambiante le plus rapidement possible au laboratoire. Et en fait, on pourra céder du CNR, puisque du coup, le Centre national de référence de la coqueluche situé à l'Institut Pasteur est vraiment très aidant pour confirmer l'identification, le typage et réaliser des antibiogrammes en cas de suspicion de résistance. Donc, je vous fais un petit rappel microbiologique, pour que vous compreniez bien en fait ce que c'est la coqueluche et en quoi consistent après aussi les vaccins.
Donc en fait, la coqueluche, en fait, elle y est liée à deux bactéries, hein. C'est Bordetella pertussis et Bordetella parapertussis, qui sont des petits cocobacilles à Gram négatif, que vous pouvez voir là à la coloration de Gram. Et leur culture, elle est longue, elle se fait sur des milieux spécifiques avec du charbon et avec plus ou moins un agent sélectif, hein, un antibiotique qui va inhiber le reste de la flore oropharyngée. L'identification de la bactérie, elle se fait très bien par spectrométrie de masse Malditov. Et ce sont des bactéries sensibles aux macrolides et au cotrimoxazole. L'homme, c'est le seul réservoir connu. Et il existe un portage asymptomatique ou peu symptomatique chez les adolescents et les adultes. La transmission et la contagiosité sont très importantes. Ça se fait par voie aérienne, par des gouttelettes. Il faut savoir que la coqueluche, le R0, c'est un des R0 les plus élevés pour une maladie respiratoire, puisqu'en fait, à partir d'un cas, on va avoir 15 à 17 nouveaux cas d'infection. Donc, elle entraîne des formes graves qui sont liées à deux facteurs, hein, enfin à l'hôte et des facteurs de virulence spécifiques à la bactérie, qui sont la toxine pertussique, hein, qu'on retrouve que chez Bordetella pertussis et pas chez Parapertussis, la pertactine, l'hémagglutinine filamenteuse, l'adénylcyclase hémolysine, la toxine cytotrachéale et les fimbriés. En fait, vous savez, en fait, tous ces facteurs de virulence, en fait, ils vont servir, en fait, d'antigènes vaccinaux dans les vaccins acellulaires. Et enfin, du coup, les formes graves, elles dépendent également d'une susceptibilité de l'hôte avec une réponse inflammatoire différente en fonction de l'âge. Et c'est vrai qu'en fait, tous ces facteurs de virulence, ils interviennent aussi dans la réponse inflammatoire, hein, enfin immunologique, hein, avec les productions d'interleukines, notamment l'interleukine 1 ou l'interleukine 12. Donc, du coup, le fait de cultiver les souches, ça va permettre de surveiller hein, le profil de résistance. Alors, c'est vrai que ça, c'est le Centre national de référence qui le réalise, hein, puisque nous, on n'a pas les milieux et les conditions adaptées pour réaliser l'antibiogramme. Il faut savoir que la résistance aux macrolides, en France, on n'en avait jamais détecté. Enfin, il y avait eu un seul cas détecté en France en 2011, avant 2023. Par contre, en Chine et dans les pays d'Asie du Sud-Est, elle est très répandue. Et donc, elle est liée à une mutation chromosomique hein, dans le gène de l'ARN ribosomal 23S. Et donc, en septembre 2024, donc le CNR a testé 727 échantillons, hein, soit des souches, hein, soit directement sur des prélèvements en recherchant la mutation par biologie moléculaire. Et elle a retrouvé 13 échantillons résistants, soit 1,8% de résistance aux macrolides. Donc, du coup, ça montre qu'il y a quand même une progression de la résistance en France qu'il faut surveiller, avec une région particulièrement touchée, le Grand Est. Et les analyses phylogénétiques ont permis de mettre en évidence la circulation d'un clade qui est très proche de celui qui circule en Chine. Donc, c'est pour ça que ce signal nécessite un suivi rapproché par remontée au CNR des souches et des prélèvements, et particulièrement les nourrissons, les formes graves, les cas hospitalisés en réanimation, ainsi que ceux qui semblent s'aggraver sous azithromycine. Donc, le deuxième intérêt, en fait, de cultiver les souches, hein, c'est de pouvoir, étudier la production des antigènes vaccinaux. Et donc, l'Institut Pasteur, ils ont pu mettre en évidence un fait quand même très intéressant. C'est que avant 2020, en fait, quasiment, moins de la moitié des souches produisaient la pertactine. La pertactine, hein, je vous ai dit que c'était en fait une protéine de membrane externe qui permettait en fait l'adhésion aux cellules épithéliales. Et vous voyez que après 2020, quasiment toutes les souches hein, produisent la pertactine et également un autre facteur de virulence, hein, un fibrier de type 2. Alors qu'en fait, avant 2020, c'était un fibrier de type 3. Et vous voyez qu'en fait, dans les vaccins, suivant le type de vaccin, on n'a pas toujours hein, la pertactine ni les fibriers dans les vaccins. Donc en fait, ça explique peut-être un petit peu le fait qu'il y ait, suivant le type de vaccin utilisé, suivant les pays et les régions, hein, qu'on retrouve hein, des souches différentes, hein, puisqu'il y a peut-être un échappement au vaccin du fait qu'elles n'ont pas les antigènes qui sont ciblés par les vaccins. Ça peut donc du coup c'est intéressant en fait de suivre cette évolution pour voir s'il faut modifier hein, finalement certains vaccins. Et il y a également une étude en fait du groupe de pédiatrie infectieuse qui montre que la pertactine une production accrue de pertactine semble associée aux formes malignes de coqueluche. Donc peut-être en ayant une action sur les lymphocytes et l'immunité. Et donc il y a une étude qui est en cours hein, pour confirmer ces premiers résultats. Merci. Je ne sais pas si je te présente encore, Zoa, mais il y a Zoa Makaroun
qui travaille, qui est pédiatre, infectiologue et très impliqué aussi dans la vaccination, qui va nous parler de la clinique, de la prise en charge et de la prévention autour de la coqueluche. Donc, merci pour cette présentation. Donc, après tout ce que Cécile vient de nous raconter sur l'épidémiologie et la recrudescence actuelle de la coqueluche, il nous semblait effectivement important de parler de la clinique, comment prendre en charge les malades et surtout comment éviter d'attraper la coqueluche, actuellement fréquente dans notre pays et dans notre région. Donc, je passe sur qu'est-ce que c'est la bactérie, puisque vous avez eu pendant 15 minutes un brillant topo de Cécile. Juste pour dire que l'incubation de la maladie, elle est de 10 jours. Donc, je suis en contact aujourd'hui avec la bactérie et je vais développer les symptômes au bout de 10 jours. Et à partir du moment où je vais développer les symptômes, je vais être contagieux pendant 3 semaines en absence de traitement. Et cette contagiosité sera réduite à 5 jours avec l'antibiotique si j'ai un antibiotique adapté. Donc, ça sera 5 jours en cas d'utilisation de la clarithromycine et 3 jours en cas d'utilisation de l'azithromycine. Donc, le mode de transmission, donc, c'est une transmission par gouttelette, donc les postillons, la toux, les éternuements. Cette maladie, donc très contagieuse, hein, le fameux R0 à 15, et donc les adultes vont se contaminer entre eux, ainsi que les adolescents, et vont ensuite contaminer les bébés. Donc, ce qui fait que la principale source de contamination du bébé reste quand même son entourage. Alors, les symptômes. Donc là, on va parler des formes qui sont exprimées chez les enfants, jeunes enfants, ados et adultes, et après, je parlerai du nourrisson. Donc, les symptômes, au début, ça va être la première phase qui va être juste une phase simple avec un écoulement nasal, une faible toux, parfois un peu de fièvre. Et donc, du coup, ça passe forcément inaperçu en pleine épidémie d'autres virus actuels. Et ce qui va faire penser à la coqueluche, c'est la phase 2. Donc, quand cette toux va augmenter, devenir fréquente, en quinte et surtout nocturne, le fait d'avoir un toux qui se majore la nuit et qui dure de plus de 7 jours doit faire penser à la toux. À la fin de ces quintes, on va avoir une reprise inspiratoire. Donc, pour cette reprise inspiratoire, il faut avoir des muscles intercostaux, hein, donc c'est pour ça que le nourrisson ne le fait pas forcément, ce qu'on appelle le chant du coq. Et parfois, à force d'avoir des quintes de toux, on finit par avoir des vomissements à la fin des quintes qui peuvent être aussi un symptôme de coqueluche. Une fois qu'on a passé cette phase, on va attaquer la troisième phase, qui est donc une phase d'inflammation des bronches, où parfois on peut avoir des complications hein, de type dilatation des bronches post-coqueluche, ou une toux spasmodique hein, avec des spasmes bronchiques qui peuvent mimer de l'asthme en fait à distance. Donc les symptômes chez les nourrissons sont différents puisque le bébé n'a pas forcément la capacité musculaire pour avoir tous ces symptômes. Donc ces petits nourrissons vont avoir de la toux bien sûr, des lèvres bleues qui à force de tousser vont pouvoir faire des malaises. Ils peuvent dans ce cas-là avoir des pauses respiratoires, un aspect pâle et une bradycardie derrière, ce qui va provoquer donc du coup des arrêts respiratoires et malheureusement les décès qui ont été décrits. Et donc nous sommes aujourd'hui à 20 décès de bébés de moins de 6 mois en France de coqueluche, ce qui est à l'heure actuelle inacceptable à mon sens parce que c'est évitable dans un pays où on a tous les moyens pour l'éviter. Donc le diagnostic, comme on l'a expliqué, c'est l'objectif en fait, c'est de faire le bon diagnostic pour mettre le bon antibiotique, puisque en pratique courante, on peut se retrouver facilement en ville sous amoxicilline devant une toux, mais l'amoxicilline ne marche pas sur cette infection, et donc l'objectif est de débuter l'antibiotique adapté, le macrolide, le plus tôt possible pour pouvoir arrêter la contagiosité et avoir une évolution plus courte de la maladie. Quels sont les risques? Donc, c'est une maladie qui est généralement bénigne chez l'adulte, quoique chez les personnes âgées, ça reste une maladie à risque et les décès décrits en Europe concernent les petits, donc les tout petits nourrissons, mais aussi les sujets âgés, hein, donc ils font des complications liées à la coqueluche. La grosse problématique reste bien évidemment les nourrissons. C'est une maladie grave chez le nourrisson, avec un risque d'asphyxie lors des quintes, un risque d'hospitalisation en soins intensifs de 15 à 30%, et la coqueluche est une des premières causes de mortalité du nourrisson d'origine infectieuse en France.
Avant, on avait une stratégie pour protéger ces nourrissons qui s'appelait la stratégie du cocooning, qui consistait à dire on ne vaccine pas que les nourrissons, mais également l'entourage qui pourrait leur transmettre. Et donc, on voit clairement que cette stratégie, lorsqu'elle a été définie à l'époque, n'est pas suffisante et on arrive aujourd'hui à des cas de coqueluche beaucoup plus importants. Donc, une fois qu'on a identifié une coqueluche, comment on la traite? Donc, on va aborder le traitement chez l'enfant, puis ensuite chez l'adulte. Donc, en fait, le traitement, ça reste des macrolides et la posologie dépend de l'âge. Donc, les nourrissons, quand ils sont moins de 3 mois, donc le traitement par macrolide se base soit sur la clarithromycine avec une dose poids 2 fois par jour pendant 7 jours, l'équivalent de 15 mg kg, ou l'azithromycine, donc une dose poids une fois par jour pendant 3 jours, donc l'équivalent de 20 mg kg. Donc la différence, c'est la durée d'une part et aussi le nombre de prises d'autre part. Lorsque le nourrisson a plus de 3 mois ou qu'il est plus grand, donc là, ça reste les mêmes molécules, la clarithromycine et l'azithromycine. La seule différence en grandissant, donc leur poids augmente et donc on arrive à atteindre les doses adultes et donc il ne faut pas dépasser les doses adultes qui restent pour la clarithromycine de 500 mg 2 fois par jour et pour l'azithromycine de 500 mg une fois par jour. En cas de contre-indication aux macrolides, donc là, cette fois-ci, on peut utiliser le cotrimoxazole à la posologie de 6 mg kg en 2 prises par jour et donc pendant 7 jours, sans dépasser encore une fois la dose adulte qui est l'équivalent de 800 mg 2 fois par jour pour le sulfamétaxazole. Chez l'adulte, le traitement donc repose sur les mêmes molécules et donc là, la posologie, elle ne dépend pas du poids, hein, donc c'est une posologie maximale. Et en préférence, donc du coup, clarithromycine ou azithromycine. La clarithromycine en 2 prises, 500 mg 2 fois par jour pendant 7 jours, ou l'azithromycine, 500 mg par jour pendant 3 jours. Et en cas de contre-indication, c'est toujours le cotrimoxazole, un comprimé 2 fois par jour pendant 7 jours. Et en cas de rupture, bon, là pour le moment on n'y est pas, donc ça arrive vraiment en 3e intention, l'érythromycine, 1 gramme 2 fois par jour pendant 14 jours. Donc j'ai identifié une coqueluche, j'ai traité cette coqueluche et donc dans ce cas-là, je m'intéresse au cas. Donc conduite à tenir autour d'un cas de coqueluche. Donc la première chose, on parle de maladies contagieuses, même très contagieuses. Et donc la mise en place des mesures barrières autour du cas semble essentielle, hein, donc le lavage des mains, le port des masques, etc. La vérification et la mise à jour de la vaccination coqueluche des personnes exposées. On va parler tout à l'heure des cas, les cas contacts proches, les cas contacts occasionnels. Et on est considéré à jour lorsque la vaccination date de moins de 5 ans. Il est important de savoir qu'avec les vaccins acellulaires qui sont disponibles en France depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, ces vaccins acellulaires, ils ont une efficacité de 5 ans. Et donc, du coup, dans ce cas contact, on est protégé si notre vaccin date de moins de 5 ans. L'antibiothérapie adaptée des sujets infectés, donc on va traiter les cas pour réduire la contagiosité à 5 jours lorsqu'il s'agit de la clarithromycine et à 3 jours lorsqu'il s'agit de l'azithromycine, alors qu'elle sera de 3 semaines en absence de traitement. Et lorsqu'on a des cas contacts symptomatiques et qu'on n'est pas en rupture de réactif, donc il était donc nécessaire dans ce cas-là de faire des PCR au cas contact symptomatique pour pouvoir identifier ceux qui sont positifs. Alors du coup, pour les cas contacts, on va donc définir 2 types de cas contacts, les cas contacts proches et les cas contacts occasionnels. Et dans ce cas-là, on va donner une antibioprophylaxie aux sujets asymptomatiques et on va revoir leur couverture vaccinale. Donc cette antibioprophylaxie va concerner toutes les personnes de cas contacts proches, et on parle de cas contacts proches, c'est-à-dire les personnes qui vivent sous le même toit, lorsque ces personnes ont une vaccination qui remonte à plus de 5 ans. Et dans ce cas-là, ils bénéficient donc du traitement qui est le même que le traitement des cas et avec une mise à jour des vaccinations, bien évidemment, de ces cas contacts pour qu'ils soient protégés à long terme. Pour les cas occasionnels, l'antibioprophylaxie, elle est uniquement indiquée pour les sujets à risque. Donc un cas occasionnel, ça va être des cas au-delà du cercle familial et donc sont considérés à risque les nourrissons non ou incomplètement vaccinés, les femmes enceintes,
les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques, les immunodéprimés et l'entourage de nourrissons pas encore vaccinés. Alors pour se protéger contre cette maladie, bien évidemment, la vaccination avec 3 niveaux de protection à associer. La vaccination coqueluche pendant la grossesse, la vaccination du nourrisson lui-même et la vaccination de l'entourage d'un bébé de moins de 6 mois. Donc les vaccins coqueluche seuls n'existent pas et donc on va forcément utiliser des vaccins combinés qui combinent un minima diphtérie, tétanos, polio et donc la coqueluche, voire le rajout dans les hexavalents, l'hémophilus influenza B ou l'hépatite B pour les tout petites. Donc vacciner la femme enceinte. L'objectif en fait de vacciner la femme enceinte est de protéger la maman et aussi son fœtus pendant la grossesse, mais protéger aussi le nouveau-né dans les mois et les semaines qui suivent sa naissance à travers le transfert transplacentaire des anticorps maternels. Ce transfert transplacentaire des anticorps maternels, des immunoglobulines, les IgG, se fait donc en cours de grossesse d'une manière naturelle et majoritairement en fin de grossesse avec un taux qui dépasse la majorité des IgG vont passer en fait dans vraiment le dernier mois de grossesse. Donc, ce qui veut dire qu'aussi une attention particulière aux enfants prématurés qui naissent entre 28 et 32 semaines et qui vont donc avoir un transfert d'anticorps moins important, et ceux qui naissent avant 28 semaines qui n'auront donc pas d'anticorps maternels de protection, puisque les transferts commencent à partir de 28 et s'accélèrent à partir de 32 semaines. Donc, vacciner les femmes enceintes contre la coqueluche va permettre de transférer les anticorps à ces bébés, les protéger pendant les 6 mois de vie et donc prévenir 90% des hospitalisations et 95% des décès liés à la coqueluche chez les enfants de moins de 3 mois. Comment on fait? Quel timing pour cette vaccination? Donc, cette vaccination pendant la grossesse se fait entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée. Et donc là, cette fois-ci, à chaque grossesse. Donc, si la maman est enceinte l'année d'après, ben, on recommence et on refait une vaccination diphtérie, tétanos, polio, coqueluche dès la deuxième grossesse, même si elle date d'un an la précédente, entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée. Des vaccins donc autorisés qui contiennent la valence coqueluche, il en existe 2 sur le marché, hein, donc le Repevax ou le Boostrix Tetra. Deuxième niveau, vacciner le nourrisson. Donc certes, cette vaccination fait partie des vaccins obligatoires en combinant avec l'hexavalent. Ce qui est important, c'est de débuter la vaccination dès l'âge de 2 mois. Donc 2 mois, c'est 8 semaines de vie, et éviter les écarts et le décalage de ces débuts de vaccination, puisque le bébé ne sera protégé, dans ce cas-là, sa vaccination prendra le relais qu'après la deuxième dose, donc à partir de l'âge de 5 mois. Et donc, quand on regarde le calendrier vaccinal, la vaccination coqueluche chez les nourrissons commence à l'âge de 2 mois avec l'hexavalent. La deuxième dose, elle est à 4 mois. Et donc, plus on retarde le début de ces premières doses, plus on retarde la prise en charge immunitaire de l'immunité du bébé post-vaccinal. Et il ne sera protégé qu'après avoir reçu au moins 2 doses, d'où le décalage de la protection du nourrisson par sa vaccination faite pour lui-même. Le troisième volet ou troisième niveau de protection, c'est la vaccination de l'entourage d'un bébé de moins de 6 mois. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on appelle comme entourage? C'est toute personne au contact du bébé de moins de 6 mois, que ce soit un entourage familial, donc les parents, les frères et sœurs, les grands-parents, ou professionnels, donc les crèches, nounous, babysitters. Et donc là, je rajouterai professionnels de santé, étudiants en santé, qui sont tous en fait un entourage de bébés de moins de 6 mois. Donc, la Haute Autorité de Santé a revu ses recommandations en juillet 2024 au regard de l'épidémie actuelle. Et donc, pour protéger le bébé, l'entourage doit être à jour de son vaccin coqueluche et ce vaccin doit dater de moins de 5 ans pour tous les contacts familiaux et professionnels au contact d'un nourrisson de moins de 6 mois. Si par mégarde, la personne a reçu un vaccin DTP seul, donc le Revaxis ne contient pas la coqueluche, il faut donc dans ce cas-là refaire un autre vaccin qui contient la coqueluche, un quadrivalent, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, et le délai minimal à respecter entre le mauvais vaccin, entre guillemets, le Revaxis, et le nouveau vaccin contenant la coqueluche, il est de 1 mois.
En conclusion, donc nous sommes actuellement dans une recrudescence épidémique qui nécessite de revoir les stratégies de prévention et d'insister sur l'importance de la protection vaccinale. Il y a un vrai risque pour les bébés. On parle de décès évitables et qu'il est important de se vacciner pour les protéger, ainsi que l'entourage de ces bébés qui doit être aussi à jour. Merci beaucoup Zoa pour ta présentation très claire. Et puis on va donc enchaîner avec le docteur Gaël Ndayo qui travaille au CEPIAS. Merci de ton intervention pour parler des précautions d'hygiène en cabinet libéral. Alors, je vais vous parler des mesures d'hygiène euh, dans le cadre de la prise en charge d'un patient porteur ou suspect de coqueluche en cabinet libéral. Comme l'ont dit mes consoeurs, le docteur Lebrun et le docteur Macaroun, la coqueluche se transmet par émission de gouttelettes qui vont atteindre les muqueuses du visage. Alors, donc, il y a en fait une transmission directe par voie aérienne et une transmission, on va dire, indirecte via des mains souillées au contact d'autres mains ou alors en touchant des objets souillés. La prévention de la transmission aéroportée. Elle se fera par le port du masque chirurgical chez les patients, si cas avérés ou suspectés de coqueluche, chez les professionnels de santé en consultation, quel que soit leur statut vaccinal. Et le port du masque FFP2 se fera que si jamais il y a risque d'aérosolisation. C'est le cas, par exemple, en kinésithérapie respiratoire. Le Haut Conseil de santé publique recommande le port systématique du masque en période épidémique face aux patients à haut risque de formes graves et ou aux femmes enceintes au dernier trimestre de grossesse. Et il recommande aussi le port du masque pour la prise en charge des nourrissons n'ayant pas reçu les 2 doses de vaccin. Le CEPIAS préconise le port du masque pour tout le monde en période épidémique et hivernale. Cela peut se faire par le biais d'une affiche à l'entrée du cabinet. La prévention de la transmission manuportée. Elle se fait par une hygiène des mains. On va privilégier la friction hydroalcoolique. Pourquoi privilégier la friction alcoolique en cabinet libéral? Tout simplement parce que c'est plus facile de mettre une solution hydroalcoolique à l'entrée. Donc, pour tout patient, dès l'entrée en salle d'attente, et pour tous les professionnels de santé, avant et après tout contact direct ou soin avec un patient. Si il y a un contact avec un liquide biologique ou des mains souillées, on fera au préalable un lavage à l'eau et au savon, lavage des mains, avant de faire une friction hydroalcoolique sur mains sèches. Il y a pas de port de gants, sauf si on est en contact avec une peau lésée, s'il y a un risque de coupure ou avec des muqueuses ou des liquides biologiques. La prévention de la contamination de l'environnement se fera par nettoyage des surfaces hautes touchées par les mains avec un produit détergent désinfectant bactéricide, qui peut être aussi les virucides et virucides. Il est important de nettoyer et de désinfecter les dispositifs médicaux réutilisables entre 2 patients avec un produit ou des lingettes détergents désinfectants. Et en ce qui concerne les déchets, ils seront considérés comme issus des soins, ils seront considérés comme des déchets d'activités de soins non dangereux. Le CEPIAS propose d'organiser l'accueil des patients, par exemple en mettant le matin pour les patients à haut risque et à risque grave, de forme grave de coqueluche, et en fin de journée pour les cas avérés de coqueluche.
Merci beaucoup pour cette présentation sur un point aussi sur le côté hygiène qui est important également dans la prévention. Et donc, avant d'arriver à la partie sur les questions, donc je remercie le docteur Vincent Bréjon Lamartinière qui travaille à l'ARS, qui va nous faire un petit point sur comment et pourquoi déclarer. Je voulais juste faire un petit rappel sur ce qu'il fallait déclarer et ne pas déclarer, surtout en ce qui concerne la coqueluche. Qu'est-ce qu'il faut déclarer? Parce que vous savez que la coqueluche n'est pas une maladie à déclaration obligatoire, donc tous les cas ne sont pas à déclarer. Et c'est vrai qu'on a eu un coup de chaud, on va dire, en juin-juillet, quand tout le monde a commencé à nous déclarer toutes les coqueluches. C'est vrai que c'était, alors on avait les écoles, les parents d'élèves, des médecins, des infirmières, des EHPAD, et on a été un peu noyés à un moment. Donc effectivement, c'est pas la peine de déclarer tous les cas de coqueluche. Faut simplement réfléchir un petit peu et essayer de sélectionner, puis là vous le faites, vous en cabinet, les situations compliquées, à risque. En fait, c'est essentiellement les cas qui surviennent dans les collectivités sensibles. On en a déjà parlé tout à l'heure, en EHPAD, en crèche. C'est évidemment le cas aussi des professionnels de santé qui travaillent dans une maternité, en néonatologie, etc. C'est assez évident tout ça. C'est des situations à risque et ça, effectivement, il faut nous le signaler. Et puis, je dirais, toute autre situation qui vous semble un peu à risque ou problématique, n'hésitez pas à la déclarer. Ça ne mange pas de pain, j'ai envie de dire. Il vaut mieux trop déclarer que pas assez quand même. Le critère des cas groupés, alors parce que des fois on nous dit oui, il faut déclarer que les cas groupés. C'est pas un bon critère parce que en fait vous le comprenez bien. Alors d'abord un cas groupé c'est au moins 2 cas, mais 2 cas dans une famille, certes c'est un cas groupé, mais c'est pas une situation problématique. Par contre dans une collectivité à risque ça peut le devenir. Donc c'est pas vraiment le bon critère. Pourquoi il faut déclarer? Parce qu'on a le même objectif que vous, en fait. Tout ce qu'on souhaite, c'est limiter l'impact de l'épidémie et éviter les formes graves, bien évidemment. Et donc, pour ça, il y a le médecin traitant et puis il y a l'ARS. Donc, le médecin traitant, il va se charger de l'entourage familial du cas. Et puis, l'ARS va s'occuper de la collectivité, de la situation en collectivité extra-familiale, on va dire. Alors pour ça, on a les mêmes moyens que vous. On va tous faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier et d'informer les sujets qui sont exposés de manière à ce qu'ils soient en autosurveillance et qu'ils consultent en cas d'apparition de tout. Et puis on va rechercher surtout les contacts à risque de forme grave pour mettre en place les mesures préventives qu'on a évoquées précédemment. Et puis on va encourager bien sûr la mise à jour des vaccinations dans tous ces milieux. Alors un mot simplement pour le milieu scolaire où là aussi on a été un peu noyé. Du coup on a fait un protocole entre l'académie d'Orléans-Tours et puis l'ARS. En fait on a un courrier très simple qui reprend à peu près toutes les recommandations et que ce soit l'académie les établissements scolaires de l'académie qui ont l'information d'un cas ou que ce soit l'ARS, on envoie ce même courrier qui est co-signé ARS Académie, voilà. Et puis l'ARS informe l'Académie quand c'est l'ARS qui a le signalement et vice-versa. Donc, du coup, ça permet d'être assez réactif, que les parents d'élèves aient toutes les informations, puissent prendre toutes les mesures et toutes ces mesures préventives se mettent en place. Comment déclarer? Alors ça, c'est très simple. Il y a un numéro de téléphone et une adresse mail. L'adresse mail, c'est ars45-alerte@ars.santé.fr. Et vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche 02 38 77 32 10. Vous retrouvez ces coordonnées si vous les avez pas ou si vous les avez perdues sur le site de l'ARS. Alors, il faut descendre un petit peu sur le site quand vous arrivez sur le site de l'ARS Centre-Val de Loire. Mais vous avez une petite case signaler, déclarer un événement, voilà. Et mon message, c'est alors c'est les mêmes coordonnées, quelle que soit la maladie que vous voulez déclarer, même si c'est une maladie à déclaration obligatoire, c'est exactement le même circuit. Et n'hésitez pas à déclarer. Si vous savez pas, encore une fois, si vous hésitez, vous posez des questions, vous nous déclarez et puis nous après on voit de notre côté s'il y a lieu de faire des choses ou pas. Voilà. Eh bien, je crois que c'est tout ce que j'avais. Voilà. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y en a trois maintenant dans le chat. Je vous laisse les poser au fur et à mesure ou lever la main éventuellement.
La première, c'était concernant les personnes âgées en EHPAD. Quelle était la stratégie vaccinale à adopter? Question très probablement pour Zoa. Mais aujourd'hui, en fait, il faut faire la différence entre les recommandations HAS qui rappellent que la vaccination autour d'un cas doit être à jour quand on a un vaccin qui date de plus de 5 ans. Chez les nourrissons de moins de 6 mois, il faut aussi on est à jour si on a un qui date de moins de 5 ans, pardon. Et donc dans les EHPAD, ben, en fait, vous avez deux situations. Pour le moment, c'est pas la vaccination pour tous à 5 ans. Mais n'empêche, quand on regarde les décès survenus en Europe, ça concerne aussi les personnes âgées. Donc, du coup, quand j'ai un cas dans une EHPAD, bah, tout le monde doit être à jour puisque les cas contacts, effectivement, doivent avoir un vaccin de moins de 5 ans. Et en dehors de cas épidémiques dans une EHPAD, donc là, on va se baser sur les recommandations habituelles, c'est-à-dire un rappel tous les 10 ans. N'empêche, la problématique dans les EHPAD, c'est pas celle-là. La problématique dans les EHPAD, c'est que la majorité des résidents des EHPAD sont vaccinés avec un DTP seul et que ça fait très, très, très longtemps qu'ils n'ont pas reçu un vaccin coqueluche. Donc là, moi, si j'ai un message à passer, c'est de se dire, regardez tous vos résidents, et s'ils n'ont qu'un DTP seul, ben, n'attendez pas, faites un DTP coq, parce qu'au regard de ce qui se passe à l'extérieur de l'EHPAD, ça va arriver à l'intérieur de l'EHPAD. Et de même pour les professionnels qui prennent en charge ces patients-là. Alors, quel vaccin à privilégier pour vacciner les nourrissons? Alors, je vois que Cécile a assumé le trouble. N'empêche, en fait, c'est pas parce qu'on choisit un vaccin qui contient la pertactine que ça va empêcher quand même la circulation bactérienne. Alors, la problématique se pose chez les petits avec les hexavalents, puisque avec les tétravalents, il y a forcément la pertactine tout le temps. Et il y a quand même la circulation bactérienne. Donc aujourd'hui, on a des enfants nourrissons vaccinés avec des vaccins qui contiennent la pertactine quand ils étaient petits et qui, à l'âge de 4-5 ans, font quand même la coqueluche. Donc là, on est plus dans des problématiques effectivement microbiologiques que de réalité de terrain. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de vaccin à privilégier, mettez tout le monde à jour. Il ne faut pas aller vers un vaccin donné et se retrouver dans des ruptures non justifiées. Oui, oui, ça, si je peux juste rajouter un mot, Zone, non, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, hein, mais en fait, j'avais trouvé quand même l'étude intéressante et de suivre comme ça l'évolution des souches, hein. Mais en fait, c'est le fait que ce soit des vaccins acellulaires, surtout, qui fait que c'est pas la même réponse immunitaire. Et c'est ça qu'avec les vaccins acellulaires, en fait, on bloque pas la colonisation et la transmission bactérienne. Donc, c'est, en fait, c'est plus ça, après, le problème, en fait, quoi. Mais, du coup, effectivement, quel que soit le vaccin pour les nourrissons, l'important c'est qu'ils soient vaccinés parce que surtout les souches elles évoluent quoi. En fait, c'est pas figé dans le temps, donc ça sera remplacé par une pertactine, moins quand, si elle a la pertactine quoi. Merci. Alors, peut-être une question pour Zoa sur l'éviction scolaire de l'enfant infecté est-elle judicieuse? Et si oui, à partir de quand et combien de temps? Bah, c'est du bon sens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez l'enfant qui tousse toute la nuit, qui vomit, qu'on a le diagnostic et qu'on l'a traité, oui, il faut qu'il y ait une éviction scolaire. La durée de l'éviction, elle est de 3 jours si on a utilisé l'azithromycine et de 5 jours si on a utilisé la clarithromycine. Ça va de soi parce que vous ne savez pas qui il y a en classe avec lui. Donc déjà, si on veut limiter la diffusion de la bactérie et la contagiosité, ben, il faut qu'il y ait un moment une éviction. Et puis peut-être que le copain de classe est immunodéprimé à côté et qu'il a peut-être pas envie d'attraper la coqueluche du voisin. Donc éviction scolaire et traitement adapté et avec une durée en fonction du traitement. Merci. Alors peut-être, je ne sais pas si Cécile, tu pourras répondre pour la médecine de ville, mais quel est le délai de réception du résultat de PCR? Ouais. Alors là, c'est pareil, je pense que tout dépend du laboratoire avec lequel vous travaillez, en fait. Parce que je sais qu'à un moment, là, je sais que vraiment les gros laboratoires étaient vraiment débordés et qu'il y avait des délais vraiment importants de plus d'une semaine de rendu des résultats.
Après, si vous avez la chance de travailler avec un laboratoire qui fait les tests sur place et que vous appelez pour dire que le vôtre est urgent, il y a moyen de le récupérer dans la journée, quoi. Mais là, je peux pas répondre parce que c'est vraiment dépendant du laboratoire. Et puis, bon, bah, je pense qu'en fait, en juillet-août, il y a vraiment eu quand même un problème. Enfin, on a eu des tensions de réactifs. Et puis, comme on disait, je pense qu'il y a eu des problèmes, des tensions en personnel. Et face à l'afflux vraiment massif de prélèvements, ça a été difficile de répondre à la demande et les délais ont été importants. Normalement, enfin, c'est un test qu'on peut avoir dans les 24-48 heures. Et après, sur le test PCR, est-il faussé s'il y a une antibiothérapie préalable? Oui, bien sûr, hein, puisqu'on voit que en fait, déjà, enfin, après 3 jours d'antibio, c'est impossible d'isoler une souche. Alors, on peut encore retrouver des traces d'ADN, mais si on est en fin de traitement, ça devient compliqué, quoi. Je compléterai juste, si tu permets, Cécile, c'est que l'antibiothérapie au préalable, si elle est efficace sur la coqueluche, si on Oui, a mis de bien sûr. l'amoxicilline, ça va pas marcher. Oui, oui, pardon. Ouais. Alors ensuite, début des symptômes non spécifiques. Pardon, à quel moment mettre sous antibiothérapie? Peut-être J'ai Zoé. pas compris la question. Début des symptômes non Je pense que spécifiques. la question, c'est de savoir si on a des symptômes qui sont pas forcément symptomatiques, à quel moment, enfin, spécifique, une toux isolée, Ah oui, je bah, en fait, pense à tout quel dépend moment on du... met Oui, je l'antibiothérapie. comprends, effectivement. Donc, tout dépend du contexte. On a un contexte où on a un cas dans l'entourage avec une coqueluche prouvée et que du coup, le cas actuel qui vient vous voir commence à tousser et qu'on est au début des symptômes, bon, bah là, on n'a pas 50 000 diagnostics, surtout en ce moment, et que du coup, là, on va mettre le traitement et on va s'affranchir de la PCR, surtout que si le frère et la sœur ont fait la coqueluche prouvée. Si par contre, vous avez des symptômes qui débutent et que c'est le premier cas, que vous voyez et que vous n'avez pas de notion d'un entourage, ben là, vous faites la PCR puisque vous avez des symptômes et que normalement, si tout va bien, on a le résultat le lendemain. Et donc, dans ce cas-là, dès qu'on a le résultat, on débute les symptômes. Si vous êtes dans une situation où la PCR, comme cet été, part à Paris, le temps qu'elle revienne et qu'on ait votre tour pour avoir le résultat et qu'il peut se passer 15 jours, ben, du coup, là, on peut se retrouver comme la situation initiale, épidémie, cas contact, et donc pas forcément besoin d'attendre la PCR. Donc là, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de labos de ville qui font les PCR avec des résultats assez rapides, hein. Donc, il faut se renseigner auprès de vos labos avec qui vous travaillez, de savoir le délai de rendu de leur PCR, et en fonction, vous adaptez votre stratégie. Pour les adultes, privilégiez Bostrix, ben non, 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 je ne sais pas pourquoi vous dites ça, parce qu'en fait, les deux ont des comptes, enfin, peut-être que le labo est passé par là, c'est possible, mais les deux contiennent les 3 antigènes et les deux contiennent de la pertactine, donc il faut faire celui qu'on a, hein, en fait, celui qu'on trouve. Une question sur la co-circulation Covid et coqueluche. Alors, Zoé dit pas beaucoup d'alternatives actuellement. Ben, on a quand même 3 à 5 Covid par jour. Oui, mais c'est pas les mêmes symptômes, hein. Aujourd'hui, les symptômes de Covid, enfin, pour en voir quand même assez souvent autour de nous, c'est essentiellement des symptômes qui équivaut aux symptômes grippaux. Et c'est rarement la toux. La toux, elle va arriver après. Donc, on arrive quand même dans une situation où la Covid est distinguable aujourd'hui. Je dis pas que demain, quand on aura grippe, Covid, VRS, adéno, tout ça en même temps, ça sera plus le cas. Mais aujourd'hui, quand vous avez des symptômes qui font penser à la coqueluche, et donc, encore une fois, des symptômes qui se majorent la nuit, c'est quand même assez pathognomonique, hein. Là, pensez à la coqueluche et faites la PCR. Euh, Merci beaucoup. Il y a eu plusieurs questions sur la disponibilité de la présentation, excusez-moi. Alors, si les intervenants qui sont présents aujourd'hui sont d'accord, peut-être qu'on pourra mettre une version PDF sur le site que vous pourrez aller regarder si vous le souhaitez après. Et on va également laisser disponible la vidéo du webinaire sur le site du CRATB. Après, on pourra également envoyer ces 2 documents par mail aux personnes qui étaient inscrites dès qu'elles seront disponibles. Enfin, en tout cas, les liens vers les documents en question. Et une question qui s'est rajoutée, oui, sur le terme de 36 semaines pour vacciner les femmes enceintes, ou peut-il y avoir un rattrapage? Non, le terme de 36 semaines est important parce qu'en fait, quand vous vaccinez une femme enceinte, il faut qu'elle ait le temps elle-même
de fabriquer les anticorps pour avoir un taux d'anticorps assez important et les transférer au bébé. Donc, du coup, le risque que le bébé naisse sans avoir eu les anticorps maternels est important si on vaccine après 36 semaines. Mais ça, on ne peut pas le deviner, hein, parce qu'il y a certaines mamans qui vont accoucher à 41 semaines, et donc il faut qu'on ait le délai minima de 15 jours entre la vaccination et l'accouchement. Bon, bah, super, il est pile 20 heures. On a fait le tour des questions. Vraiment, merci à tous, hein. C'était riche et très large sur la thématique de la coqueluche. Donc, j'espère que ça a pu répondre à vos questions et effectivement, tous les documents seront disponibles et on pourra vous faire suivre les liens également à toutes les personnes qui avaient pu s'inscrire par mail, même s'il y en a qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Et de toute façon, même pour les personnes qui n'étaient pas inscrites, n'hésitez pas à diffuser autour de vous, hein, au contraire. Écoutez, bonne soirée à tous et encore merci beaucoup pour votre participation. Et merci à tous. Merci à vous. Merci.